Merci d'être là et merci à Laura d'être venue pour cette journée de travail avec nous et cette conférence. Donc Laura Brignon est traductrice de littérature, de l'italien vers le français. On l'a invitée avec Nina pour travailler avec les quatrièmes années, pour les accompagner un petit peu sur leur mémoire qui sont en train de commencer. On l'a invitée pas uniquement parce qu'elle est traductrice, mais parce qu'elle a fait une thèse en fait sur un auteur bien particulier, Vincenzo Rabito, qui est ce qu'on pourrait appeler de la littérature brute et une sorte de littérature de nécessité. Et il nous semblait que c'était peut-être des outils ou des manières d'observer le texte qui pouvaient être des outils intéressants pour les étudiants en école d'art. Et donc elle va nous parler de tout ça et de son entrée dans ce texte et des questions qu'ont posées l'idée de traduire ce texte. Et elle va vous raconter l'histoire de Vincenzo Rabito. Merci Laura. Merci Denis. Bonjour ou rebonjour pour certains. Essayez de ne pas m'assommer dans le micro. Moi, Vincenzo Rabito, j'étais né pour jurer et jamais être tranquille, et puis pour écrire mon passé. Moi, sans savoir lire et écrire, j'étais quelqu'un qui sachait lire et écrire. Moi, c'était pour ça que ma vie, je l'écriturais, parce que ça me plaisait d'écriturer ma vie qui passait. Alors, ces 3 phrases que j'ai traduites sont extraites d'un texte qui est vraiment hors norme à plusieurs égards, et notamment par sa langue, par ses dimensions et par la personne qui l'a écrite. Ce texte, c'est la 2e autobiographie, je reviendrai sur le fait que c'est la 2e, de Vincenzo Rabito, donc, qui était un semi-lettré sicilien, qui est né à la toute fin du 19e siècle. J'ai travaillé sur son texte dans le cadre d'une thèse parce que je souhaitais traduire ce texte, et il me semblait, vu les questions qu'il posait, qu'il était vraiment nécessaire de l'analyser en profondeur pour pouvoir réfléchir à un positionnement en tant que traductrice. Je précise que le projet de traduction est toujours un projet de traduction. Il verra le jour un jour, j'espère. Et parmi les questions que je me suis posées en travaillant sur ce texte, c'est la place qu'il pouvait occuper dans ce qu'on appelle le champ littéraire. Et par ce questionnement sur la place dans le champ littéraire, à interroger le rapport qu'on entretient tous à notre propre langue, ce qui évidemment pour moi en tant que traductrice est assez crucial. Mais c'est une question qui s'est posée de façon très, très forte dans le cas de Vincenzo Rabito, parce que la notion d'altérité avec lui s'impose dès l'Italie, dès son pays d'origine. Je vais développer. Donc, du regard qu'on peut porter sur une littérature, une écriture qui sort du cadre, qui est hors norme, vont dépendre des positions qui en fait se trouvent être idéologiques. Donc voilà, je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques-unes des réflexions que je me suis faites à ce moment-là. Mais pour commencer, je vais vous parler du contenu de son œuvre, c'est-à-dire sa vie. Donc, Vincenzo Rabito, il est né en 1899 dans un petit village de l'arrière-pays sicilien. Il vient d'une famille extrêmement pauvre et son père meurt quand il a 7 ans. Ce qui fait qu'il se retrouve à ne pas aller du tout à l'école et à aller faire de petits travaux pour aider sa famille, sa mère à nourrir ses frères et sœurs. À 18 ans à peine, il se retrouve envoyé sur le front de la Première Guerre mondiale. Il survit. À la fin de la guerre, il est envoyé faire son service militaire et puis il finit par rentrer en Sicile, donc au début des années 20, c'est déjà le fascisme. Il occupe différents emplois dans les champs, à l'usine, dans les travaux publics, donc toujours dans cette logique vraiment de stricte survie. Là, il s'agit de se nourrir, c'est l'enjeu premier. Ça continue d'être une vie de misère. Alors il se dit qu'il gagnera peut-être plus d'argent s'il part en Afrique orientale, c'est la période de la colonisation fasciste, pour travailler. Il va passer plusieurs années en Somalie notamment, et il revient juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Là, il se marie, un mariage qui se passe très mal. Il s'entend mal avec sa belle famille, avec sa femme. Et pour échapper à ces conflits permanents avec sa belle-mère, il a l'excellente idée de partir travailler en Allemagne dans une mine de charbon. Les bombardements alliés s'intensifient, il commence vraiment à s'inquiéter, donc il retourne en Sicile, où il assiste au débarquement des Américains. Et après ça, quand même, sa vie est plus tranquille. Il finit par se stabiliser avec un poste de cantonnier dans son village et par accéder à un bien-être matériel.
Avec sa femme, ils ont 3 garçons. Et donc là, du combat qu'il y a eu jusque-là dans sa vie pour accéder lui-même au confort, son unique préoccupation deviendra: il faut que mes fils puissent suivre des études les plus longues possibles, parce que c'est le sésame pour accéder à une vie de bien-être. Et donc il meurt à l'âge de 81 ans en 1981. Bon, c'est un résumé dans les très grandes lignes. C'est une vie qui peut nous paraître très impressionnante parce qu'elle côtoie beaucoup d'événements historiques. C'est une espèce de traversée express du XXe siècle italien et européen. En réalité, il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens de sa génération et de son milieu social qui ont sans doute vécu des expériences assez similaires. C'est pas ce qui rend en soi Rabbito quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui le rend exceptionnel, c'est la démarche qu'il a entreprise quand il est arrivé à l'âge de la retraite. À savoir qu'il s'est enfermé dans une pièce chez lui. Il s'est mis devant la machine à écrire que leur plus jeune fils, Giovanni, avait laissé traîner là. Et il s'est dit: je vais écrire ma vie. Bon, écrire sa vie quand on n'a jamais appris à lire et à écrire, c'est quand même une gageure. Et non seulement il s'y lance, mais il s'y lance 2 fois, parce qu'il commence un très très long récit, ça fait plus de 1000 pages comme ça. Et puis donc Giovanni, son fils, qui avait laissé sa machine à écrire à la maison, s'en aperçoit et se dit: tiens, je suis curieux, je vais lire un peu ce que mon père raconte. Et donc il lui prend le manuscrit. Manuscrit d'ailleurs, tapuscrit, puisque c'est tapé à la machine, disons tapuscrit. Là, Rabbito, qui aurait pu simplement redemander son texte à son fils, eh ben, il recommence une 2e fois. Tout le récit de sa vie. Et là, c'est plus 1000 pages, c'est 1500. Et quand il arrive au temps présent du récit, on pourrait se dire il s'arrête, pas du tout, il continue sous forme de journal très artisanal. Et en fait, c'est assez émouvant parce que vraiment, il tape à la machine jusqu'à l'avant-veille de sa mort. Bon, alors, qu'est-ce que c'est d'extraordinaire tout ça? Donc, on l'a dit, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école et qui s'empare de l'écriture. Tout bêtement, une machine à écrire, il n'était pas dactylographe, hein, Rabbito, donc il a aussi appris tout seul devant cette machine qui était chez lui à s'en servir, ce qui n'est pas évident. Et peut-être que là, on ne s'en rend pas compte, mais enfin, on comprend que ça a été compliqué pour lui, qu'il a fallu se familiariser. Et puis autre chose, l'italien, c'était pas sa langue maternelle, parce que à l'époque, tout le monde parlait dialecte en Italie, donc lui, il parlait le sicilien, et même, il y a plusieurs Siciliens, donc le sicilien de sa région, de son coin de Sicile. Bien sûr, il a été obligé de parler italien dans sa vie, notamment dans les tranchées, où on peut imaginer quand il a travaillé en Afrique, mais c'était sans doute un italien très approximatif qui était vraiment pour communiquer avec d'autres personnes italiennes qui étaient de langue maternelle, d'autres dialectes d'Italie. Et toujours est-il que quand il était chez lui, évidemment, et dans son village en Sicile, il parlait sicilien, c'était vraiment sa langue. Sauf qu'il se dit, j'écris, et la langue de la littérature, c'est l'italien. Donc il se dit, je vais faire comme si j'écrivais en italien. Et ce qu'il fait, il déploie des stratégies qui consistent par exemple à remplacer les U et les I, qui sont très fréquents en sicilien, en O et en E en italien. Des fois ça marche, souvent ça marche pas. Mais on voit qu'il est vraiment dans une logique de « je veux écrire dans la langue de la littérature ». Et quand même, je dis des fois ça marche pas. Il se trouve que moi, je ne parle pas sicilien et que j'ai lu son autobiographie et que je l'ai comprise. Donc c'est que ces stratégies, elles étaient quand même habiles. Toujours est-il que le résultat, c'est qu'on se trouve face à une langue qui n'est ni de l'italien, ni du sicilien. Une espèce de langue hybride, comme ça, une langue métisse de sang mêlé, on va dire. Donc déjà, à partir de là, on peut se dire c'est quand même plutôt remarquable ce qu'il a fait, parce que des analphabètes, il y en avait énormément en Italie à l'époque. Tous ne sont pas mis devant une machine à écrire pour raconter leur vie. Autre chose, mais là vous l'avez sous les yeux, j'ai peut-être pas besoin de développer plus que ça, c'est l'allure du manuscrit. Donc imaginez 1500 pages comme ça, occupation de l'espace maximale, peu d'espace, pas d'espace, en fait, des signes de ponctuation entre non pas les mots, mais des groupes de mots. Il peut y en avoir jusque 5 d'affilée. Parce qu'il se passe quoi? Vu qu'il ne maîtrise pas l'écriture, il fait à l'oreille. Vous savez, comme quand on apprend une langue étrangère et qu'on entend des segments comme ça de sons qu'on a du mal à isoler, pour lui, c'est du même ordre. Il peut aussi lui arriver de couper un seul mot en 2. Pas de capitale, pas de point.
pas de phrase en fait. Donc comment on se repère dans le texte? C'est par des mots-clés comme ça qu'il utilise et qui articulent tout le texte. Donc des équivalents, disons, de alors, donc. Sauf que à l'effet, même si vraiment on isole des phrases, ben, ça fait comme une espèce d'immense phrase unique qui se déroule sur 1500 pages. Autre chose, dans cette manière d'occuper l'espace, il y a vraiment une horreur du vide, on dirait, un besoin de prendre toute la place qui est à disposition. Alors, je reviendrai sur cette question d'horreur du vide en lien avec l'art brut, mais il y a aussi, il ne faut pas perdre de vue que c'est quelqu'un qui a manqué de ressources toute sa vie, de ressources matérielles. Donc une feuille de papier, ça ne se gâche pas, on ne commence pas à mettre du vide partout. Je pense que ça a à voir aussi le fait qu'il est autant rempli. Et occupation des ressources matérielles, mais aussi linguistique, parce que c'est quand même merveilleux de produire ça, donc quand on n'est pas de langue maternelle et qu'on n'a pas les bases, en tout cas les bases communes. Le contenu du texte, donc, je vous l'ai dit, c'est sa vie, du moins en théorie, parce qu'il y a une part de fabulation assez évidente et assez extraordinaire. Et puis, toujours pareil, on en revient à l'absence de familiarité avec l'écriture. Il a un art du récit extrêmement vif, mais des fois, il s'enlise. Et donc, il reprend, il ne sait plus ce qu'il a déjà dit ou pas, donc il peut y avoir le même épisode qui est répété peut-être 5 fois dans l'ensemble du tapuscrit. Et encore une chose, évidemment, mais ça va avec ce qu'on a dit, toute une série de constructions syntaxiques, de conjugaisons complètement incorrectes par rapport à l'italien standard, de fautes de frappe, bien évidemment, de ce que d'aucuns appelleraient des aberrations. Cette écriture, elle a de particulier, en premier lieu, qu'elle est vraiment marquée par une oralité très très forte, ce qui paraît assez logique. C'est quelqu'un qui a très peu lu de livres dans sa vie, et c'est un conteur, je vais y revenir. Donc vraiment, sa façon de s'exprimer, c'est avec les ressources de la langue orale, qu'il couche sur papier. Et ça fonctionne très bien parce que vraiment, quand on se plonge dans le flux de son écriture, on a l'impression de l'entendre. C'est assez étonnant comme effet. Et puis il y a aussi une raison culturelle à cette utilisation de l'oralité, c'est qu'à son époque en Sicile, il y avait vraiment encore une tradition orale qui était extrêmement forte. Et il y avait des conteurs ambulants qui se déplaçaient de village en village. C'était quelque chose de très populaire. Toute la population venait assister à ces spectacles. Des spectacles qui souvent reprenaient des épisodes de l'épique chevaleresque. Et Rabito, d'ailleurs, il mentionne plusieurs fois dans son texte, a assisté à beaucoup de ces spectacles. Et quand il écrit, il arrive mais vraiment fréquemment qu'on trouve des expressions comme « écoutez »,« regardez ». Vous avez vu un peu ce malheur qui m'est arrivé, ou alors vous avez vu un peu comme c'était dur pour ce pauvre Rabito. Donc il se met à parler de lui à la troisième personne. Donc il y a vraiment une mise en scène de soi. Et il s'adresse au lecteur comme s'il s'agissait d'un public qui était vivant et en présence. Donc on est... en fait, c'est une forme de performance, mais mise par écrit. Donc, langue hybride, italien-sicilien, oralité souveraine dans une démarche d'écriture, et cette performance avec vraiment un emploi très fort des tournures propres à l'oralité. Rabito, il est très clair que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a adoré raconter. Il le dit partout où il passe, et d'ailleurs dans des situations d'adversité très importantes, il s'en sort souvent en racontant des histoires. Les gens sont séduits par sa manière de raconter, ils se font embobiner, et Rabito s'en sort. Et donc, il insiste beaucoup sur le fait qu'il était quelqu'un qui racontait beaucoup. Et il mentionne aussi que des choses qu'il vivait, finalement, même des choses très dures, il disait « mais au moins je pourrais les raconter plus tard ». Donc il y a vraiment cette obsession du récit dans toute sa vie. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'une fois qu'il s'est retrouvé à la retraite et que finalement sa vie n'était plus très amusante, il s'est dit bah, « tiens, je vais compiler toutes ces anecdotes que j'ai racontées 1 fois, 100 fois, 1000 fois à tous les publics que j'ai croisés ». Mais comme je vous disais, il y a vraiment de la fabulation. Il est clair qu'il y a des choses qu'il a vécues, il y a des choses sûrement qu'il a entendues, il y a des choses qu'il invente strictement. Donc, ce qui fait qu'il part de sa vie réelle et il en fait une sorte de roman, mais qui permet, j'avance l'hypothèse, qui lui permet, dans une vie où il a été vraiment beaucoup soumis à des contingences qui le dépassaient complètement, de devenir maître de sa vie. Là, sur le papier,
il est enfin maître de lui-même et de son vécu. C'est sans doute lié à cette passion pour le récit qu'il a. Il y a vraiment un effet de graphomanie, d'écriture compulsive dans son tapuscrit. Et on a l'impression qu'il est absolument incapable de s'arrêter, ce qui peut d'ailleurs expliquer que dans le deuxième tapuscrit, au lieu de s'arrêter, arriver au temps présent, il continue vraiment. Et puis on voit, des fois, il n'a pas grand-chose à dire. Il dit « Oui, aujourd'hui, j'écris et j'ai entendu à la radio que… » Et ça s'arrête là, mais juste, on peut supposer que c'est par envie d'écrire qu'il le fait. Et il a, dans cette graphomanie, un désir complètement totalisant. Il veut tout expliquer. Donc, ça devient un peu problématique pour l'avancée du récit, parce que chaque fois qu'il amène un nouvel élément, par égard pour son éventuel lecteur ou pour son spectateur imaginaire, il raconte tout le contexte dans lequel c'est arrivé. Sauf qu'arrivé au bout de l'explication, il ne se rappelle plus ce qu'il voulait dire, et donc il rame beaucoup pour récupérer le fil quand il le récupère. Ce qui fait qu'on trouve dans son texte une quantité de détails, de précision, une précision vraiment incroyable, avec toutes ces digressions. Mais juste, j'exagère évidemment, mais on a l'impression qu'une fois qu'on l'a lu, on connaît les lignes de train de toute la Sicile avec tous les arrêts qu'il y a, le menu de tous les repas qu'il a mangé dans sa vie. Bon, en même temps, la nourriture, c'était important vu qu'il a souffert de la faim. Mais voilà, il veut tout dire, totalisant. Bien, donc là vous avez une idée un peu de ce texte tant dans sa forme que dans son contenu. Et quand on se dit, bon, je veux le traduire, ou même tout simplement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce texte? Est-ce que c'est quelque chose d'unique? Est-ce qu'il existe d'autres textes de ce genre dans le champ littéraire? Comment on peut parler de ce texte? Bon, donc, je vous l'ai dit, c'est un texte hors norme, mais hors norme aussi au sens de hors norme littéraire. Disons que c'est un objet littéraire non identifié, tant par sa langue, qui ne correspond pas au canon, que par sa forme. Donc comment on fait, et là commence à entrer en jeu la position idéologique, pour questionner ce texte sans se dire simplement c'est un témoignage certes passionnant, mais de quelqu'un qui venait de milieux sociaux modestes au XXe siècle. Parce que si on fait ça, très bien, mais on n'y voit que le témoignage et on ne se soucie plus des qualités esthétiques et du talent de narrateur de Rabbito. Alors, on ne va pas faire le tour d'horizon de ce qu'est la littérature et des différentes définitions qu'on a pu y apporter. De toute façon, il n'y a pas de réponse fixe et les chercheurs continuent à s'interroger là-dessus. Juste, en gros, pour résumer, la littérature, on estime qu'il y a littérature quand il y a une forme de valeur, ce qui ne dit pas grand-chose parce qu'on a du mal à définir ce qu'est cette valeur. Ça nous aide qu'à moitié, mais ça donne une idée. Et on estime donc qu'il y a un champ littéraire qui est entre autres défini par le fait que les textes soient publiés, ce qui encore est discutable, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, s'il y a un champ, il y a aussi une marge. Il est clair que Rabbito, on a du mal à le mettre dans le champ, on va le mettre à la marge. Mais on le met où dans cette marge qui est au moins aussi immense que le champ littéraire? Si on parle, encore une fois, d'écrits populaires ou prolétaires, on le ramène à son milieu et on ne s'intéresse plus à ce que ça peut avoir de littéraire, même si c'est un littéraire autrement ce qu'il a fait. On oublie ses qualités esthétiques. Et donc quand j'en suis arrivée à ce stade-là de la réflexion, je me suis appuyée sur ce qui avait pu être dit sur l'art brut pour essayer de penser l'œuvre de Rabbito. Parce que ça me permettait de prendre en compte à la fois le côté marginal et à la fois le fait qu'il y avait des qualités esthétiques propres. Alors, littérature brute. Bon, juste, on va commencer par les bases, c'est-à-dire le dictionnaire. Quand on l'ouvre et qu'on lit brut, on lit des choses comme non domestiqué, sauvage, qui n'a pas été formé, raffiné par la civilisation, la société, l'éducation, ou encore qui n'a pas subi de manipulation, de transformation. Bon. Et puis, il y a la définition canonique de l'art brut qui a été forgée par Jean Dubuffet en 1949 et qui dit, bon, pour rappel, ça me servira pour développer par la suite, nous entendons par là des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout, sujet, choix de matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythme, façon d'écriture, etc.,
de leur propre fond, et non pas des poncifs de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous y assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. Si on essaie d'appliquer à Rabbito, c'est un parfait autodidacte. Il a lu certes quelques livres, mais à peine dans sa vie. Sa prose, donc, qui est aussi pleine de défauts, de scories, disons, exprime une vivacité narrative assez impressionnante et une force d'expression qui saisit le lecteur avec un grand art de l'image. On l'a vu, la notion d'impulsion est particulièrement pertinente quand on parle de lui, et il est très clair que son propre fond a été la source de son inspiration. Et puis, et on revient à l'horreur du vide, deux caractéristiques qui sont répandues chez les artistes bruts, alors que ce soit de façon picturale, mais y compris dans l'écriture, j'y reviens tout à l'heure, apparaissent vraiment dans l'écriture de Rabbito. Donc, d'une part, l'horreur du vide, on l'a dit, et peut-être Denis, tu peux montrer d'autres exemples. Voilà. Ça c'est un autre exemple donc, de quelqu'un dont les écrits ont été considérés comme bruts. Il y en a encore un derrière, je crois qu'il y a une autre image, juste pour vous donner l'idée de la saturation de l'espace. Voilà. Ça peut vraiment évoquer visuellement ce qu'on voit quand on voit le tapuscrit de Rabbito. Et autre chose qui le rapproche des artistes bruts, c'est la récurrence de motifs obsessionnels dans son écriture, donc la papicturo vraiment dans l'écriture. Donc on peut dire de façon hâtive que Rabbito a écrit des écrits bruts dans le sens défini par Dubuffet. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est intéressé plus spécifiquement à l'écriture brute, qui s'appelle Michel Thévos. Et il a fait publier un recueil de ce qu'il appelle les écrits bruts en 1979. Alors ces textes, c'est des textes brefs qui ont surtout été écrits par des patients internés. Donc on est sur quelque chose d'un peu différent. C'est un peu long, je vais quand même vous lire le début de sa préface, parce qu'on peut en tirer des choses dans la réflexion sur la littérature brute. Bien que je ne sois pas d'accord avec tout, loin de là, mais j'y viens. Les auteurs d'écrits bruts sont, socialement et mentalement, des marginaux. Ils sont totalement étrangers à l'institution artistique ou culturelle et au circuit de promotion et de diffusion des œuvres. Ils réinventent à leur propre usage un mode d'écriture aussi peu que possible débiteur de la tradition ou des tendances en vigueur. Voilà, on voit le lien vraiment avec Dubuffet. On considérera donc comme écrits bruts des textes produits par des personnes ignorantes ou réfractaires à la culture des cultivés, insoucieuses des modèles du passé, indifférentes aux règles du bien-écrire, si ce n'est pour les transgresser, totalement étrangères en tout cas au milieu que nous associons aussitôt à l'idée de littérature, celui des écrivains, des éditeurs et des critiques. Les auteurs d'écrits bruts s'expriment d'abord pour eux-mêmes, et s'ils s'adressent à des lecteurs, il ne s'agit aucunement du public cultivé familier des librairies, mais d'interlocuteurs imaginaires. S'ils visent la publication, c'est sur un mode utopique qui exclut d'emblée l'édition régulière de leurs textes. Bref, leur production ne s'ajuste pas à l'institution littéraire. On dirait même qu'elle s'engage sciemment dans les voies les plus étrangères au réseau de communication sociale. Cela ressort principalement de l'aversion de ces auteurs pour le vocabulaire et les règles syntaxiques et orthographiques, et leur inclination à modifier le système de la langue comme s'ils voulaient rendre celle-ci plus adéquate à leur manière de penser. Bon, moi, ce qui me dérange un peu, en tout cas dans la façon que j'ai d'envisager la littérature brute, c'est que Michel Thévos associe aux écrits bruts une volonté, voilà, une subversion qui est volontaire. Bien sûr qu'il y a subversion linguistique, mais elle est involontaire. En tout cas, chez Rabbito, elle est bien sûr involontaire, parce qu'il voulait écrire en italien, il voulait bien écrire, sauf qu'il n'avait pas les outils pour le faire. Et la subversion qu'il y a, c'est parce que son écriture ne s'inscrit pas dans les canons. Par ailleurs, s'il est très clair qu'il y a des traits obsessionnels dans son écriture, ça ne veut pas du tout dire que Rabbito était un marginal, ni socialement, ni mentalement, pour reprendre les termes de Thévos. Ce qui n'a pas empêché donc, de réinventer à sa propre façon, mais avec les moyens dont il disposait, son propre mode d'écriture. De la même façon, même s'il ne faisait pas partie du tout du sérail du monde littéraire, ça ne veut pas dire qu'il se moquait de ce qui pouvait exister dans ce cadre-là. Non, juste pour vous... Pas la peine de développer là-dessus, mais ce que je retiens là-dedans, c'est pour ça que je suis qu'à moitié d'accord avec ce qu'avance Thévos, c'est que si son écriture perturbe la communication, c'est vrai, mais c'est malgré lui.
Et en même temps, et là je rejoins complètement, il écrit avant tout pour lui-même, et ça me paraît un trait absolument essentiel de l'écriture brute. Et puis, autre chose qui me fait douter de la notion de subversion volontaire dans l'écriture brute, c'est que dans les textes qu'a rassemblé Thévoz, il y avait aussi beaucoup de textes de gens qui avaient été peu scolarisés. Donc je ne vois pas comment on peut faire de façon certaine la différence entre ceux qui étaient dans une subversion supposée volontaire et ceux juste qui n'avaient pas les outils linguistiques. En tout cas, si on essaie d'imaginer l'existence d'une littérature brute, ça va forcément être, en raison de cette subversion linguistique, une écriture qui vient de gens qui ont été peu ou pas scolarisés. Parce que sinon, s'ils avaient été scolarisés, ils auraient les connaissances qui leur donneraient les moyens de se positionner à l'égard de la tradition, que ce soit pour l'imiter ou pour la subvertir. Et donc soit des personnes peu ou pas scolarisées, soit des personnes qui ont un parcours atypique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tous, c'est vraiment un élan intime qui pousse à l'écriture, puisque c'est une activité que personne n'attend d'eux, et voire même qui choque quand il l'exerce. Voilà, en gros, sur des traits un peu caricaturaux, comment j'ai pu penser l'existence éventuelle d'une littérature brute. Sauf que vouloir appliquer l'art brut à la littérature, ça pose un problème qui est immense. C'est que le champ littéraire, à la différence des autres domaines artistiques, implique forcément une médiation entre l'œuvre et ses récepteurs, les lecteurs en l'occurrence. Donc en gros, c'est la notion que je vous ai dit tout à l'heure dans le dictionnaire qui n'a pas subi de manipulation, de transformation, c'est forcément faux pour la littérature puisque les éditeurs interviennent et je vais vous dire comment. Je vous le dirai après, je vais vous dire comment ça s'est passé pour ce texte en Italie et vous verrez comment se pose la question de la médiation en littérature déjà à travers ça. L'écriture d'Arabito, comment j'en ai eu connaissance? Sûrement pas en allant fouiller dans son grenier. Donc, fin des années 60, le fils d'Arabito s'aperçoit qu'il écrit, et ce fils, c'est quelqu'un qui à ce moment-là est à l'université à Bologne, qui écrit lui-même un peu de poésie, qui s'intéresse beaucoup à la littérature. Puis on a une époque où on commence à s'intéresser premièrement à ce que peuvent dire des personnes de classe sociale plus modeste, et puis aussi qu'il y a une période d'expérimentation littéraire importante. Donc, quand Giovanni, le fils de Rabito, voit ce texte, il dit tiens, ça peut vraiment être intéressant. Donc, il prend son père et il essaie de le proposer à des maisons d'édition, qui disent toutes waouh, ça a l'air super, mais c'est hors de question, c'est impubliable. Un peu découragé, il abandonne. Et 30 ans après, il entend parler d'archives italiennes qui conservent des écrits autobiographiques de tous bords, de tous milieux sociaux. Et ces archives, chaque année, elles décernent un prix à un texte qui est arrivé dans l'année. Donc là, on est en 99. Giovanni se dit, je vais essayer, je dépose le texte de mon père dans ses archives. Mais quand même, il a cette précaution, parce qu'il a été échaudé par ses échecs 30 ans plus tôt, de dire, ok, mon père, ce qu'il a écrit, c'est bien, mais quand même, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vais en faire une version simplifiée. Donc il commence à réécrire un peu, en essayant à la fois de conserver, mais en modifiant, en se disant qu'il met les chances du côté du texte de son père. Il envoie le texte aux archives, qui immédiatement lui écrivent en disant « Envoyez-nous l'original ». Le texte obtient le prix cette année-là, et généralement, quand les textes ont un prix, ils sont publiés plus ou moins dans la foulée par des maisons d'édition italiennes. Là, mais tout le jury est extrêmement enthousiaste à l'égard de ce texte, mais se dit « On ne va jamais réussir à le placer tel quel, donc on va travailler dessus ». Et là, il y a quelqu'un des archives qui s'embarque dans un boulot qui dure quand même 2 ans, de normalisation partielle. Donc il fait des phrases, des paragraphes, il découpe en chapitres, il sépare les mots, il rétablit la ponctuation, il intervient un peu sur l'orthographe, mais pas trop. Il met des notes. Et puis, au bout de 2 ans, il envoie ça à des maisons d'édition italiennes. Là réagit Einaudi. Einaudi en Italie, pour la faire courte, c'est un peu l'équivalent de Gallimard en termes de prestige, donc c'est pas rien. Et c'est l'éditrice de littérature, j'insiste. On n'est pas dans une collection de témoignages qui lui répond en disant ouais, c'est bien ce que vous nous avez envoyé, mais envoyez-moi l'original. Elle lit l'original. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle confie à une autre personne qui fait un boulot pendant 3 ans cette fois-ci, qui en gros est l'équivalent de ce qui a été fait précédemment,
de réduction du texte, de rétablissement partiel de l'orthographe, etc., etc. Arrive en fin de compte un livre de 400 pages, donc ça représente à peine un tiers du tapuscrit original, qui est publié donc, dans une collection de littérature. Il y a des grands auteurs de la littérature italienne qui ont été publiés aussi. Donc c'est un pari, c'est quand même assez audacieux. Et contre toute attente, le bouquin a un succès juste incroyable. Un succès critique et de lecteur. Vraiment, ça fait un carton. Donc ce qu'on voit vraiment de façon très claire dans le parcours du premier texte, c'est d'une part qu'un texte comme ça se publie pas tel quel, et d'autre part que le texte fascine totalement, mais quand même tout le monde se sent obligé d'intervenir massivement dessus, sans pour autant accepter le travail qu'ont fait les autres dessus précédemment. Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui appelle ces interventions? Bon, moi il me semble que c'est vraiment la question de l'altérité, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas écrivain. C'est pas quelqu'un qui s'amuse sciemment avec sa langue, c'est quelqu'un qui met en œuvre toutes ses ressources pour essayer de faire un récit tel qu'il veut le faire. Il n'écrit ni vraiment en italien, ni vraiment en sicilien. Et donc on se dit, bon, il faut quand même accompagner le lecteur. On peut pas jeter ça au lecteur. Et il y a quand même la crainte qui est bien intentionnée, c'est vraiment d'égarer, de perdre les lecteurs. Et puis il y a le souhait de Bonalois de donner des lettres de noblesse à ce texte qui ne sont pas si évidentes d'entrée de jeu. Donc en gros, si on résume ce qui s'est passé en Italie, c'est déjà un petit peu une traduction, puisqu'il y a eu des interventions absolument subjectives, parce que bien que les éditeurs aient essayé de justifier leur choix, il y a clairement des moments où c'est assez arbitraire ce qu'ils ont fait, pour rendre au mieux l'écriture de cet étranger déjà dans la langue, étranger à son propre pays. Donc, on voit bien que si on parle d'écrit brut et qu'on se dit que le texte de Rabito est un écrit brut, on est vite coincé par la question de la médiation en littérature. Parce que, donc, comme je vous le disais, un livre, quand vous lisez un livre, avant tout, ça a été un tapuscrit, un fichier, et ça s'est transformé en livre. Donc, l'œuvre n'existe pas en tant que telle au moment où l'écrivain la produit. Et par ailleurs, spécificité de la littérature, c'est que un livre n'est jamais publié sans qu'il y ait eu intervention. Alors, fut-elle minime, hein, c'est-à-dire correction juste de l'orthographe et de la syntaxe, mais ça, dans toutes les maisons d'édition, quel que soit le bouquin, il y a ce passage-là. Et puis, de façon tout à fait fréquente, quand les éditeurs reçoivent un texte, ils disent « ouais, c'est bien tout ça, mais ça, peut-être tu pourrais creuser ce côté-là. Oh, ça, peut-être qu'on peut le supprimer. » Enfin, donc il y a vraiment intervention sur la matière même. Je veux dire, on imaginerait mal un galeriste qui redresserait le nez d'une statue parce qu'il le trouve un peu tordu, ou qui changerait la couleur d'un tableau parce que bon, finalement, il n'aime pas trop cette couleur. Là, il y a vraiment une particularité de la littérature qui a des conséquences très lourdes. Et cette question-là se pose de façon extrêmement aiguë, évidemment dans la perspective d'une traduction, qui est interprétation, et à plus forte raison dans une traduction en français, dans un pays où on a un rapport à la langue qui est particulièrement rigide et normatif. Alors, pourquoi on a ce rapport-là aussi coincé, si je puis me permettre, à la langue ? En 1635, une institution qui a été créée, qui s'appelle l'Académie française et qui existe toujours aujourd'hui, et qui a voulu vraiment se faire à la fois la créatrice et la gardienne de ce qui a été appelé le bon français, ce qui est déjà une expression qui est un peu problématique, parce que ça laisse entendre qu'il y a beaucoup de mauvais français. Et cette norme linguistique a été établie à partir de la langue qui était parlée à la cour, donc la langue d'un certain milieu social qui représentait certainement pas la majorité des Français. Et donc elle a vraiment établi des règles orthographiques et c'est vraiment engagé à bannir toute irrégularité. Il faut se dire que vraiment l'Académie française a très vite acquis une autorité importante, puisque même des écrivains à l'époque, quand l'Académie française a commencé à donner ses règles, ont réécrit leurs textes. C'était le cas par exemple de Corneille avec le Cid, juste pour dire, en fonction des règles de l'Académie française. Donc vraiment une institution écrasante.
Et puis, autre chose, une particularité française, c'est que c'est un pays qui est très centralisé et qui s'est construit aussi en écrasant la diversité linguistique représentée par les patois, qui était pourtant la langue maternelle de la plupart des Français. Donc là où, par exemple, en Italie, le dialecte est encore très vivant et représente un filon littéraire qui est important et tout à fait accepté, on sait qu'il y a une diversité linguistique en Italie. En France, ça n'existe plus depuis très longtemps. Et ce rapport qui est très crispé à la langue française, on le voit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des derniers... il y a quelques années, on a voulu appliquer, par exemple, la réforme d'orthographe de 1990, donc c'est pas récent, à quelques manuels scolaires. Les levées de boucliers qu'il y a eu étaient d'une virulence qui montre bien qu'il y a un rapport à la langue qui est très très fort et très... On a du mal en France à imaginer que la langue bouge. Autre chose, c'est peut-être anecdotique, mais moi ça me frappe beaucoup. On parle de faute d'orthographe, on ne dit pas erreur, on dit faute. Il y a une notion morale qui est vraiment très forte. Donc bon, voilà, juste pour dire, en France, c'est compliqué. Donc quand on arrive avec un texte comme celui de Rabito, on se dit qu'on risque de marcher un petit peu sur des œufs si on veut commencer à faire des choses qui ne sont pas tout à fait dans les clous. Et puis, ça questionne sur l'existence d'une littérature brute en France, c'est-à-dire que sûrement qu'il y a des gens qui ont écrit des choses qui pourraient s'apparenter à ça, sauf que moi j'ai été incapable d'en trouver la trace dans des livres publiés. Alors, soit parce que ça a été tellement normalisé qu'on ne reconnaît plus de l'écriture brute, soit parce que ça a été purement et simplement refusé, parce que ça ne correspondait pas à la norme linguistique. Juste pour vous dire sur le rapport à la langue, et qui pourrait laisser imaginer que ça a été, des textes comme ça ont été refusés, j'avais, pendant la thèse, lu une enquête qui avait été faite sur la manière dont les manuscrits sont sélectionnés dans les maisons d'édition. Et un lecteur ou une lectrice, je ne me rappelle plus, disait « Ah non, mais moi, quand je lis un manuscrit, à la deuxième faute d'orthographe, c'est poubelle. » Bon, c'est un petit peu dommage. Il peut y avoir des qualités littéraires sans qu'il y ait une orthographe irréprochable, qui de toute façon est corrigée par la suite. Bref, ça laisse peu de place à la littérature brute en France. On en vient à la traduction. Un texte comme ça, où dans sa propre langue, la question de la médiation s'est posée dans le pays d'origine. Quand on veut le traduire dans un autre pays, vous imaginez bien que les questions de médiation sont complètement décuplées. On se retrouve à traduire un texte qui a été jugé impubliable dans son pays d'origine, dans un pays où il n'y a aucune culture littéraire d'écrit qui serait involontairement déviant. Bien sûr, il y a des écrivains reconnus qui ont expérimenté, aucun problème, mais sur quelque chose d'involontaire, moi en tout cas, j'ai rien trouvé. Et par ailleurs, autant quand on s'intéresse à la traduction, on trouve plein de livres qui réfléchissent sur tout plein d'aspects tout à fait passionnants de ce que signifie traduire. En revanche, sur la possibilité de traduire des textes qui sont involontairement déviants, je reviens là-dessus, dans leur langue d'origine, je n'ai strictement rien trouvé. Donc, en tant que traducteur, que traductrice à l'occurrence, je me retrouve sans repères sur lesquels m'appuyer de façon théorique. Et puis, et ça c'est un vrai problème dans le cas précis de Rabito, c'est entre autres extraordinaire parce qu'à la fois c'est un document qui est passionnant d'un point de vue linguistique et c'est aussi pour ça qu'il a eu autant de succès en Italie. Et ça en traduction, bah, c'est terminé. De toute manière, c'est terminé. Ça, je peux pas le récupérer de quelque manière que ce soit. Je veux dire, bon, je vais venir aux différentes options de traduction possibles, mais dans tous les cas, ça ne sera plus un document linguistique. Ça sera éventuellement une imitation de document, mais bon, là, on est vraiment dans le pour-de-faux au dernier degré. Alors justement, on veut traduire Rabito. Quelles sont les options ? La première, ça serait de se dire, bon, c'est quand même un parcours de vie assez fascinant, c'est le témoignage de ce qu'a pu être une vie difficile au XXe dans un certain milieu social. Eh ben, je vais traduire le contenu. Voilà, je traduis le sens, sans me préoccuper de la forme. Bon, on comprendra bien que cette option, je l'ai écartée immédiatement parce que pour moi, c'est vraiment pour le coup un mépris total de ce qu'a été l'ambition littéraire de l'auteur, même si elle n'est pas exprimée de façon très claire, et de son talent de narrateur et de la spécificité du texte. Sauf que là, on se trouve coincé dans l'autre sens, dire oui, mais bon, quand même, il y a une particularité linguistique qu'il faut absolument que je rende à l'identique, même si à l'identique en traduction, ça n'existe pas.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Un traducteur, forcément, il a des connaissances plutôt solides, on l'espère pour lui, de la langue qu'il utilise pour traduire. Donc il faudrait se forcer à faire des erreurs qu'on ne ferait pas spontanément, mais au nom de quoi? En plus, dans une langue comme le français, où il y a un nombre de lettres muettes absolument incroyable, ce qui n'est pas le cas de l'italien, c'est d'un arbitraire total. Ou alors on pourrait se dire, mais pour faire des bonnes erreurs, j'essaie de trouver quelqu'un qui n'est pas trop lettré, à qui je dicterai ma traduction. Enfin, vous voyez, le genre d'aberration, mais quelqu'un d'où? Parce que notre façon aussi de faire des erreurs à l'écrit dépend de notre origine géographique. Alors, bon, vu que Rabito, c'était quelqu'un du Nil dans le sud, pourquoi pas un Corse? Bon, on arrive vraiment à des choses complètement folles. Et puis, de toute façon, Rabito n'est pas français, Rabito est sicilien. Donc, on ne va pas s'amuser à lui donner un accent français, d'où que ce soit. Donc, on se trouverait à vouloir maintenir un vrai aspect documentaire pour de faux, à chercher l'erreur juste. Vous voyez le niveau d'aberration de la démarche. Donc, clairement, il faut trouver une autre voie. Et cette autre voie, c'est du bricolage, je vous l'annonce immédiatement. Mon idée, c'est... Bon, évidemment, le contenu, ça se pose pas, il sera traduit, mais c'est comment donner à comprendre au lecteur français sans faire de l'imitation d'erreurs qui, en plus, à mon avis, dans le contexte très normatif que je vous disais, n'attirerait l'attention que sur l'erreur et détournerait totalement les lecteurs de l'intérêt du texte et de ses qualités esthétiques, sans parler du fait que, en plus, j'entrerai pas là-dedans, c'est un vaste débat, mais la traduction est toujours soupçonnée d'être infidèle. Donc là, on se dirait, mais comment ça, c'est traducteur qui fait des erreurs? Bref, on écarte. Mais comment je peux quand même rendre ça? Donc c'est par, et là c'est vraiment des pistes que je jette, que j'ai mises en œuvre sur quelques pages, mais il faudrait voir sur la durée si c'est viable. La première chose, c'est une position théorique, c'est d'assumer quelque chose qui est une évidence, mais qu'on tend à refouler en tant que traducteur, parce que justement, on subit cette injonction de fidélité qui ne veut strictement rien dire. Fidélité à quoi? Comment? Enfin, je veux dire, ça, à mon avis, ça a très peu de sens. De fidélité au texte original. Et c'est dire, on ne fait pas n'importe quoi, mais bien sûr qu'on a une subjectivité qui est immense quand on traduit. Déjà, la première chose, c'est de l'assumer et de se dire, eh ben, on va peut-être s'appuyer sur cette subjectivité pour faire appel sciemment aux ressources de notre langue, mais pas de notre langue. Là, je ne vous parle pas du français en général, je vous parle du français de Laura Brignon, ce qui est quand même en partie différent. Parce que si on ne le fait pas, on est dans quelque chose d'artificiel et de corseté qui donne pas à relire l'incroyable inventivité, fut-elle involontaire, de Rabito. Donc je pense que la première démarche, c'est de se libérer, d'oser écrire sa langue sans avoir peur de le faire. Donc cet étrange étranger, comment on fait comprendre au lecteur que ben non, c'est pas un texte standard. Alors là, on en vient au bricolage, éventuellement de briques et de broc que j'évoquais. L'hybridité. Alors, il y a des néologismes, mais qui ne sont pas voulus comme tels, donc des inventions de mots dans le texte de Rabito. Moi, je me disais, je peux les multiplier en français. Sur ce que je vous disais, écriturer tout à l'heure, évidemment, lui n'écrit pas l'équivalent d'écriturer en italien. C'est un mot que j'ai inventé pour donner à comprendre qu'il utilise des mots un peu étranges qui ne correspondent pas à ce qu'on trouvera dans le dictionnaire. Je peux m'appuyer aussi sur des conjugaisons incorrectes. Évidemment que quand je conjugue, je ne fais pas d'incorrection, mais sachez, par exemple, là aussi pour reprendre les phrases que j'ai lues en ouverture, quelqu'un qui sachait écrire, je pense que c'est une erreur qui peut se faire assez rapidement et que je veux bien imiter. Par contre, je refuse complètement l'erreur orthographique parce que là, j'irai la chercher vraiment de façon artificielle. Je me suis beaucoup posé la question des régionalismes, des mots régionaux, parce que même si les patois ont été écrasés, il y a encore des variantes régionales un petit peu dans le français. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas de façon mais vraiment très ponctuelle, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, la question, c'est pas de donner une origine régionale française à Rabito, loin de là, mais là aussi pour suggérer un mélange des langues. Alors moi, je suis originaire du Sud-Ouest, donc je me disais, pourquoi pas utiliser quelques mots qui viennent de l'occitan. Ensuite, parmi les 1000 problèmes qui se posent, il y a aussi ce bloc-là de texte.
il paraît assez clair que c'est difficile à conserver. Donc, sans rétablir une ponctuation normale, sans commencer à faire des phrases et des chapitres, qui à mon avis, c'est ce qui a été fait en Italie, pour moi ça va trop loin dans l'intervention sur le texte. Je me disais par contre, vu que la totalité du texte est constituée de toute une série de scénettes, éventuellement les isoler par des sauts de ligne. Ne pas reproduire toutes les redites parce que ça serait effectivement trop, je crois, et que de toute façon on n'a plus la valeur documentaire, mais en garder et montrer aussi les digressions en les isolant entre tirés pour que quand même l'œil du lecteur puisse se repérer, éventuellement que le lecteur ait de la respiration. En fait, la difficulté de la position, j'espère qu'à ce stade c'est assez clair, c'est vraiment partir de quelque chose qui est très spontané dans un effort de construction chez l'auteur, en étant soi-même dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la déconstruction de mon savoir, ou en tout cas d'un retour à une certaine spontanéité, une certaine fraîcheur dans mon rapport à la langue que j'ai sûrement perdu après des années d'études et de lecture. C'est presque un travail à rebours, voilà, que je voudrais entreprendre. Et à la fois, je ne vous cache pas que c'est très effrayant parce qu'il n'y a aucun point de repère là-dedans et c'est une pente tout à fait savonneuse où je dois bricoler des solutions en évitant les systématismes parce que ce serait introduire de l'ordre dans un texte qui est purement magmatique et chaotique et où à la fois par la force des choses, par mon opération même de traduction, je vais être amenée à le faire. Voilà dans les très grandes lignes les quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas où on en est, s'il y a un peu de temps pour des questions. Si c'est le cas, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et sinon, voilà. En tout cas, merci beaucoup.